Mardi 20 mars 2018, pendant que Tunisiens et Tunisiennes célèbrent le 62e anniversaire de l'indépendance, Suisse UMEF, Université of Niger, qui est une branche de Suisse UMEF, Université de Genève, ouverte au Niger, est très engagée à offrir un enseignement supérieur de qualité à la jeunesse africaine, a réuni une pléthore d'étudiants de diverses nationalités dans l'enceinte de l'Hôtel Africa pour une conférence animée par le constitutionnaliste Amadou Hassan Boubacar sur le thème « Changement constitutionnel et démocratie en Afrique ». Je vous remercie toutes et tous pour votre présence à cette conférence. Une conférence que nous avons voulu comme une rencontre entre notre université Suisse UMEF University et la jeunesse africaine ici à Tunis. Hi, my name is Karen Mohammed. I'm from Syria. I'm in my second year of studying business management at Swiss UMF University in Geneva. Hello, my name is Martin Monsa. I'm Zambian. I'm studying business administration at Swiss UMF University in Geneva. Bonjour, je m'appelle Dervish Aileotrim. Je viens du Kosovo. Je suis en troisième année à Swiss UMF University à Genève. Bonjour, je m'appelle Ludovic Fischer, je suis suisse, français et belge et j'étudie l'administration depuis une année à la Swiss UMF University à Genève. Good afternoon. My name is Walter Marovich, and I'm professor in UMF University, Organizational Behavior and Change Management. I have been teaching in UMF University for the last 4 years, and I have a background of approximately 22 years of teaching in different countries in Europe, in universities and hotel schools. Hello, my name is Dr. Alain Hudashtan. I'm teaching here at Swiss UMF University in Geneva, various courses in public administration, political science, but also in research methodology. And also I teach some courses related to global politics. I'm Professor Salvatore Moccia. I am Italian. I live in Spain and I teach here at the UMF University in Geneva since 2 years ago. I teach also in Spain, I teach in Germany, I teach in Thailand, and I teach strategic management, human resource management and leadership. Je m'appelle Didier Caving, je suis vice-recteur pour les affaires académiques. Cela consiste notamment à veiller à la qualité de l'enseignement, soit principalement la préparation des programmes de cours. Bonjour, Daniel Heron, professeur de comptabilité à Swiss UMF University Campus de Genève. Avec 35 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité, nous mettons l'accent sur une balance entre la théorie et la pratique, donc pour favoriser nos étudiants avec une connaissance pratique et théorique de la comptabilité. Vous savez que lorsque on institue une constitution dans un État, c'est pour la respecter en ce qu'elle consacre les droits fondamentaux des citoyens. Or, dans un régime despotique ou dans le cas d'absolutisme royal, c'est des régimes qui sont caractérisés par la négation des droits fondamentaux. Donc c'est pour ça tous les États qui disposent des constitutions écrites qui a pour objectif d'encadrer, de limiter naturellement le pouvoir de gouverner et de l'autre côté, comme je l'ai dit, de surtout garantir les droits et libertés des citoyens qu'on appelle les droits fondamentaux. Donc, la modification, quand vous entendez modification, changement, révision, c'est la même chose. Quand vous prenez la Constitution américaine de Philadelphie de 1787, on parle seulement d'amendement donc à la Constitution. Donc, je peux utiliser indistinctement le mot changement,
révision ou modification, ça veut dire la même chose, on verra bien ce que c'est. Donc la modification ou la révision est une loi de l'évolution des systèmes constitutionnels. C'est pour ça Frank Modern dit, un grand juriste, je ne sais pas s'il y a des juristes ici, qui dit que la révision est formellement une technique procédurale par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément et officiellement le texte de la Constitution. Matériellement, elle décrit l'objet de la modification constitutionnelle, donc qui est le résultat de cette modification. Donc il y a une procédure par laquelle on modifie, on révise ou on change de constitution. Il y a le contenu, donc l'objet même de la constitution, sur quoi porte la révision en tant que telle. Donc le retour de ce constitutionnalisme, comme on a vu, qui est un mouvement historique, triomphant sur le continent africain depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement des pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, a marqué la fin de la dernière décennie du XXe siècle, donc des différents régimes autoritaires qui avaient fleuri au lendemain de la décolonisation. Donc vous savez qu'au lendemain des indépendances, de l'accession des États africains à la souveraineté internationale, c'était des régimes dictatoriaux qui se sont un peu installés et partout sur le continent africain. Maintenant, avec la chute du mur de Berlin et le déclin, en tout cas la référence qu'on donne dans les facultés de droit, c'est surtout à partir de 1990, le fameux discours de la Baule de François Mitterrand, qui avait encouragé les États africains à amorcer un pas vers la démocratie et dont l'aide était conditionnée justement par cette ouverture démocratique, et que les régimes qui ne franchiraient pas ce pas vers la démocratie ne verront pas, en tout cas, ne verront pas un peu la générosité de la France. Donc le tonus a été donné par François Mitterrand donc en 1990 à partir de ce fameux discours donc de la Baule. Donc c'est ainsi que les États africains ont connu dans leur majorité, donc à partir de ces années 90, des changements politiques qui ont bouleversé leur architecture institutionnelle et politique, grâce au processus de démocratisation en consacrant le principe donc, de l'économie libérale. Pratiquement, quand vous prenez toutes nos constitutions, on parle de la démocratie libérale, donc l'économie de marché, en intégrant dans donc, le texte constitutionnel les mécanismes donc, de cette démocratie libérale, dont le système de l'état de droit n'est qu'un des éléments, au même titre que le pluralisme des partis, puisque à l'époque, vous allez voir que ce soit des partis uniques, de fait ou de droit. Maintenant, avec l'avènement de cette démocratie à partir des années 90, il y a une ouverture vers le pluralisme sur le plan politique, sur le plan associatif, sur le plan, en tout cas sur le plan médiatique et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, la question de l'organisation des élections libres et démocratiques. Puisque le seul mode d'accession à la souveraineté, c'est les élections qui doivent être régulières, qui doivent être disputées et surtout concurrentielles. Donc ces constitutions se sont trouvées placées au cœur de la régulation des conflits politiques, puisque dans le cadre justement de la régulation des conflits politiques, la Constitution a prévu les différents mécanismes de régulation des conflits politiques entre les différentes institutions que l'État prévoit. Lorsqu'il y a un problème d'attribution entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, la Constitution a prévu par quels moyens, quelle est l'institution qui est habilitée à réguler cette crise politique entre les différentes institutions de l'État. Donc cela est extrêmement quand même important. Et l'un des aspects les plus importants de ce renouveau à partir de 90, il faut quand même le souligner, c'est la création des juridictions constitutionnelles qui sont les véritables gardiennes de la Constitution. Cette appellation de la juridiction constitutionnelle dépend d'un pays à un autre. Dans beaucoup de pays, ce sont des cours constitutionnels qu'on a installés et qui sont des juridictions indépendantes de l'appareil judiciaire ordinaire ou bien des conseils constitutionnels un peu partout également qu'on a installés, donc qui ont une autonomie et qui sont prévus par la Constitution, qui font partie du pouvoir judiciaire et qui assurent donc la garde de la Constitution pour tout ce qui concerne la répartition des pouvoirs, tout comme la garantie des droits et libertés. Mais le développement politique ultérieur et l'épreuve de la réalité de ces 2 décennies, donc de leur avènement, rappellent aux plus enthousiastes que ces transitions démocratiques, puisque jusque-là, vous avez vu des remises en cause de la démocratie. On est dans le cadre d'une construction démocratique. C'est pour ça, dans beaucoup de littérature sur la thématique de changement constitutionnel et de démocratie, vous allez voir, on parle de transition démocratique, sont encore fondationnelles. On est au stade de la fondation, de l'enracinement de la démocratie, jusque-là, dans beaucoup de nos États, puisqu'on va revenir sur cet aspect-là.
puisque cela donc est susceptible d'évolution donc réversible, puisque le processus démocratique n'est pas un processus, si vous voulez, qui est acquis, c'est un processus, c'est une évolution. Et cela s'explique quand on constate de plus en plus de remise en cause de cette démocratie, soit à travers un certain nombre de manipulations constitutionnelles ou même à travers, malheureusement, des faits extra-constitutionnels, notamment les phénomènes de révolution ou de coups d'État qui remettent en cause la démocratie et qui ne créent pas les conditions de la consolidation de cette démocratie. Donc, cependant, en Afrique, donc, on assiste à des révisions totales, partielles, permanentes ou temporaires donc, du texte constitutionnel qui prend du fait de son sens et de ses usages souvent contre nature, une tournure polémique remarquable dans plusieurs États. Ce que Maurice Glélé avait appelé, donc c'est le père, je ne sais pas s'il y a des Béninois ici, c'est le père de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Donc Glélé a appelé en son temps cette modification de la Constitution la fièvre constitutionnelle du moment où la modification s'inscrit dans la dialectique. Donc la tension de l'instauration et de la remise en cause cyclique de la démocratie. Parce que c'est ce qu'on assiste, en tout cas, ces dernières années pratiquement, l'essentiel des modifications ou de changements constitutionnels étaient des modifications déconsolidantes pour la démocratie, puisqu'elle remet en cause les quelques acquis de la démocratie qu'on a eu sur le continent. Donc c'est pour ça Maurice Anzé Glélé parle de la révision de la fièvre constitutionnelle ou de révision, en tout cas de fièvre révisionniste avec certains doctrinaires. Et aujourd'hui, cette fièvre révisionniste, donc expression d'une pathologie, puisque on a l'impression que c'est une maladie, cet effet de contagion dans beaucoup de nos États, est présente en Afrique où les multiples changements constitutionnels sont justifiés. Des fois, on justifie les changements constitutionnels auprès de l'opinion publique comme étant des corrections nécessaires à apporter au texte constitutionnel qui, face à la pratique, a montré ses limites, ou en tout cas, des textes qui sont imparfaits dans le cadre donc, de leur application, des textes qui sont incomplets, puisque des fois vous allez entendre dire que non, il y a un vide constitutionnel, cette situation n'est pas prévue, il faut combler le vide constitutionnel, ou bien la constitution est inadaptée, parce que des fois on fait du mimétisme constitutionnel, donc naturellement en ce qui concerne la Constitution française du 4 octobre 1958, qui a beaucoup inspiré nos constitutions ou nos constitutionnalistes, en tout cas, et dans le cadre de l'élaboration de nos propres textes fondamentaux. Donc, à cet effet, un grand professeur sénégalais, Babacar Kanté, a qualifié le Sénégal d'un exemple de continuité et d'instabilité constitutionnelle. Vous savez, le Sénégal est l'un des rares pays de l'Afrique occidentale, en tout cas, qui n'a pas connu d'interruption de l'ordre démocratique. C'est une démocratie, mais pour autant, c'est aussi un exemple d'instabilité sur le plan constitutionnel, puisque c'est un pays qui connaît à tout bout de champ des modifications constitutionnelles. On verra bien, et pratiquement autant de Watt, pratiquement tous les 6 mois, la Constitution est modifiée et ça crée une instabilité au sein de l'État où on peut supprimer une institution aujourd'hui, quelques mois plus tard, on peut la rétablir ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens-là que Babacar Kanté parle ainsi donc, du Sénégal. Donc en même temps, cela, mais c'est aussi une question d'incompatibilité, puisque dans beaucoup de pays, à tort ou à raison, face à certaines situations, on pense qu'il y a une certaine incompatibilité culturelle de l'Afrique en ce qui concerne la démocratie libérale, où on ne peut pas, par exemple, concevoir 2 chefs avec certains exécutifs bicéphaux, où il y a 2 têtes à la tête de l'État, un président de la République qui est démocratiquement élu et un premier ministre qu'il nomme, et 2 fois dans le cadre du parlementarisme a plus de pouvoir que celui-là même qui a été élu au suffrage universel, qui a une légitimité populaire. Donc, du reste, dans le cadre donc, de cette analyse, nous allons mettre l'accent, si vous voulez, sur les modifications donc, constitutionnelles et surtout sur l'impact de la démocratie, sur leur impact, donc la démocratie, à travers un éclairage qu'il faut apporter. Comme je disais tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne sont pas juristes, puisque dans le cadre de la théorie générale du droit constitutionnel, ça porte sur les différentes formes de constitution où il faut distinguer la constitution formelle de la constitution donc matérielle, la constitution souple et la constitution rigide, mais également
il y a la Constitution écrite et la Constitution coutumière. Donc une fois qu'on aura apporté cette clarification, on verra bien dans quelle mesure justement ces modifications peuvent intervenir et en quoi elles peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la démocratie. Donc cela, c'est quelque chose qui s'observe sur l'ensemble du continent. En ce qui concerne donc la Constitution elle-même, voilà, j'ai une Constitution du Niger, donc c'est tout à fait normal. Donc la Constitution, en réalité, c'est un document qui est écrit, contrairement donc à la Constitution coutumière, comme j'ai dit, qui est un ensemble de traditions, d'usages. Donc, à force de peut-être, donc, il acquiert une force de loi. Donc, il acquiert la force juridique. Par exemple, la Constitution de la Grande-Bretagne, qui est une Constitution coutumière, même s'il faut quand même relever que la Constitution d'un pays n'est pas totalement coutumière. Mais du point de vue donc de la notion de la définition, sur le plan juridique, on donne deux définitions donc de la Constitution. Il y a la Constitution formelle qui met l'accent sur la procédure, comment est-ce qu'on élabore la Constitution. Et dans beaucoup de nos États, la Constitution est élaborée par un organe spécial qui peut être une assemblée constituante, qui peut être élue, qui peut ne pas être élue. Dans beaucoup de nos États, donc j'ai vu en dehors de la Tunisie qui a quand même qui est passé par la formule de l'assemblée constituante, dans beaucoup de nos États, en tout cas au sud du Sahara, c'est un comité ou une commission qu'on met en place d'experts qui élaborent donc un avant-projet de texte qui par la suite va connaître plusieurs amendements. Donc on va enrichir le texte avant de le soumettre justement au référendum où le peuple souverainement se prononce donc en faveur de cette. Donc la définition formelle met l'accent sur cette procédure solennelle d'élaboration de la Constitution par un organe spécial et dont l'adoption également solennelle puisque c'est le référendum qui sanctionne la procédure d'élaboration de cette Constitution. Sur le plan matériel, donc, on met l'accent sur le contenu. Quelles sont les matières qui sont réglementées, qui sont régies par la Constitution? Donc, de ce point de vue, la Constitution matérielle, c'est l'ensemble des règles d'organisation, de fonctionnement de l'État. Donc, les différents rapports que les différentes institutions entretiennent entre eux, mais également l'ensemble des droits et libertés qui sont reconnus aux citoyens et dont le respect s'impose au pouvoir public. Donc c'est ça le sens matériel vraiment de la Constitution. Donc en ce qui concerne les formes, je vais insister surtout sur les deux formes qui vont nous amener donc aux questions de révision. C'est la Constitution souple et la Constitution rigide. Lorsque on dit qu'une Constitution elle est souple, c'est comme une loi ordinaire. Donc la procédure de révision est totalement identique à celle d'une loi ordinaire. Donc il n'y a pas une certaine majorité qualifiée qui serait exigée ou bien un certain nombre de conditions, en tout cas de garantie de la suprématie de la Constitution qui doivent être respectées avant de procéder à la révision de cette loi. C'est pour ça qu'on parle d'une Constitution souple. Donc il y a une certaine facilité à modifier la loi fondamentale. Et lorsqu'il y a une facilité à chaque fois de changer de constitution, de changer un article, de réviser un article ou plusieurs, donc ça peut créer cette facilité et cette fréquence de modification constitutionnelle peut instaurer une certaine instabilité au sein de l'État. Donc c'est pour ça qu'on parle de la constitution souple. Maintenant, la constitution rigide, c'est celle qui est pratiquement commune dans toutes les démocraties aujourd'hui, dans tous les États. Nous avons des constitutions écrites. Tout à l'heure, je disais que chaque constitution a prévu en son sein un titre qui est dédié à la procédure de révision. Et cette rigidité de la Constitution se mesure à l'aune justement de cette procédure. Quelle est la majorité que le Constitution lui-même a prévu pour modifier telle ou telle disposition? Quelles sont les dispositions qui peuvent être révisées et quelles sont les clauses d'éternité que la Constitution renferme à partir du moment où il y a un certain nombre de doyaux durs de la Constitution qui font l'essence de cette démocratie, de la Constitution et sur le pilier de la démocratie et qu'on ne peut pas réviser et quelles qu'en soient les circonstances. Donc on reviendra là-dessus. Et c'est pour ça, dans beaucoup de nos États, les constitutions ont prévu une certaine majorité qualifiée
pour pouvoir réviser la Constitution. Donc, la majorité peut être une majorité de 3/4, de 4/5, de 2/3. Et en ce qui concerne aussi l'initiative de cette révision, dans beaucoup de nos États, puisque aujourd'hui l'initiative populaire est l'exception, l'initiative donc de la révision du changement constitutionnel est confiée par le constituant aux autorités politiques, notamment le président de la République et les parlementaires qui ont l'initiative de soumettre en tout cas une proposition ou un projet de révision constitutionnelle. Dans beaucoup d'États africains, rares sont les initiatives populaires, puisque au niveau de la République démocratique du Congo, les citoyens peuvent signer des pétitions pour demander une révision. Et au Burkina, donc avant la révolution, l'ancienne constitution du Burkina avait également prévu un certain nombre de signatures, donc des pétitions où les citoyens peuvent faire des propositions de révision. Donc en dehors de ces cas rarissimes, et pour l'essentiel, l'initiative de réviser la Constitution, donc l'opportunité appartient aux hommes politiques, et vous imaginez pourquoi ils peuvent juger de l'opportunité de réviser telle ou telle disposition donc, de la Constitution. Donc la deuxième partie, c'est là où on va voir quelles sont à peu près, à travers donc, le continent africain, les différentes manipulations, les différentes modifications constitutionnelles ou changements de constitution et quel a été leur impact réellement sur la démocratie. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut, rappeler qu'il y a un certain nombre donc, de pays qui ont amorcé donc, le processus de remise en cause vraiment de la démocratie telle qu'on l'a commencé avec le renouveau à partir des années 90 et dont l'une, en tout cas, des révolutions qui était contenue dans ces constitutions donc du néocolonialisme après le renouveau démocratique, c'était la limitation du nombre de mandats présidentiels. Donc, à partir des années 90, lorsque le vent de la démocratie avait soufflé, donc les constitutions avaient créé les conditions de l'alternance, de la circulation de l'élite politique à la tête de nos différents États, en limitant le nombre de mandats présidentiels à 2. Donc, au plus, lorsque vous faites, puisque le mandat dépend, il y a des pays qui ont opté pour le septennat, comme en France, avant qu'on ne revienne au quinquennat, mais il y a également des pays qui, dès le départ, ont opté pour le quinquennat, où là, le nombre, en tout cas, la durée du mandat du président de la République, tout comme des députés, ne peut pas dépasser 5 ans. Et après quelques années, après cette fièvre, justement, que ce soit à travers les conférences ou les modifications des constitutions qui existaient déjà, on est allé à des élections démocratiques, on a comme assisté à une remise en cause de cette clause limitative du mandat présidentiel, notamment avec des pays comme le Tchad, en 2004, où il y avait une révision pour faire sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Et un autre exemple, je crois, pathétique, ou qui est emblématique de cette pathologie de changement ou de manipulation constitutionnelle, et il vous souviendra de l'exemple du Togo, en 2006, lorsque le général Yadema était décédé, donc le 5 février 2006, la même nuit, donc le 6 février 2005, on a fait venir le professeur Charles Debache, qui est conseiller juridique de Yadema, pour justement opérer une manipulation constitutionnelle. Dans la même nuit, on a modifié donc la constitution donc à deux reprises. Et vous le savez qu'en période de vacances, normalement, on ne peut pas modifier une constitution pour des raisons de stabilité institutionnelle. Donc, l'ancien président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, dans beaucoup de nos États, dont le Parlement est monocaméral, le plus souvent, en cas de vacances de la présidence de la République, par décès ou autre chose, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Donc, pour le cas du Togo à l'époque, c'était le professeur Natchaba, qui était président de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, le jour du décès du général Yadema, il s'est trouvé hors du territoire togolais. Et lorsque, en voulant évacuer Yadema sur l'Israël, il est décédé et rapidement ils l'ont appelé pour lui annoncer le décès du général, qu'il faut qu'il rentre rapidement à Lomé. Il a fait l'indiscrétion de dire qu'il va rentrer au Togo, faire la transition et organiser des élections. Bon,
Vous savez, à l'époque, le régime de Adema étant ce qu'il est, ils ont pu intercepter et ils ont empêché de venir donc à Lomé. Il a pris le même avion que le professeur Charles Debache. L'avion a atterri donc à Cotonou. La même nuit, on a fait venir Charles Debache pour qu'il puisse faciliter cette manipulation donc constitutionnelle où il faut modifier donc la constitution pour que Faure Yadema, à l'époque ministre du Transport, parce que c'est vrai, il était député avant d'être au gouvernement, il était député de Blita. On a modifié la constitution, il a repris son poste de député et en même temps, on a modifié le règlement intérieur pour qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale et du coup, être le président intérimaire. Donc, vous voyez à quel point, justement, cette manipulation donc, de constitution déstabilise la démocratie et vous vous rappelez des conséquences qui s'en ont suivies à partir vraiment de ce coup d'État constitutionnel à la limite, puisque dans des conditions d'intérimaire, on ne peut pas modifier donc, la constitution. Donc, après le Togo, il y a eu plusieurs autres exemples, donc en tout cas emblématiques, comme tout à l'heure j'ai parlé du Sénégal au temps de Wade, où pratiquement de 2006 à 2008, il y a eu plusieurs modifications où pratiquement chaque 6 mois, on modifie la constitution. Et dans ce pays également, il vous souviendra des ennuis de l'actuel président, donc Macky Sall, qui était alors président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'était agi dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, où l'Assemblée nationale, en tant que représentation, a la possibilité d'interpeller les membres du gouvernement pour leur poser un certain nombre de questions où il fallait contrôler les dépenses effectuées dans le cadre de la conférence donc, du sommet de l'OCI à Dakar où Karim Wade, à l'époque, comme il l'appelait, les Sénégalais, je ne sais pas s'il y en a, le ministre du ciel et de la terre, et ils l'ont interpellé et cela n'a pas plu au père et il a fait en sorte qu'on a modifié la constitution et le règlement intérieur. Le mandat du président de l'Assemblée nationale qui était de 5 ans a été ramené à 1 an et aussitôt, donc la fin de l'année, le mandat du président Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, est fini et on l'a débarqué du perchoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner. Et donc de plus en plus aujourd'hui, à partir de peut-être 2014, 2009, 2014, 2015, donc il y a des exemples qui sont légion. Je pense que je ne peux pas occulter le cas des révisions totales, puisque j'ai parlé des révisions totales, partielles, permanentes ou temporaires. Le cas du Niger, il vous souviendra, après la fin du mandat de l'ancien président Tanja, qui devrait finir donc en 2009, pratiquement en 2009-2010, il avait refusé justement de passer la main. Il a créé de toutes pièces, ce que vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, constitution. Il a doté le Niger d'une nouvelle constitution où on est passé de la 5e à la 6e République, où dans cette constitution, on a mis une disposition qui prolongeait le mandat du président de la République de 3 ans. Donc, le feuilleton Tazartier ou la prolongation du mandat du président. Et vous avez vu les conséquences qui en est découlé. Malheureusement, il y a eu un coup d'État, puisque le président de la République n'a pas respecté la limitation des 2 mandats telle qu'il lui est imposée par la Constitution du 9 août 1999 donc au Niger. Après cet épisode, il y a également d'autres révisions constitutionnelles où cela a créé une certaine remise en cause donc de la démocratie, en tout cas a créé les conditions d'instabilité, et comme pour le cas du Niger, j'ai dit le refus de Tanja de respecter la limitation de son mandat et en dotant le Niger d'une nouvelle constitution a eu comme conséquence un recul démocratique puisqu'il y a eu un coup d'État qui a remis en cause les institutions et qui a suspendu la constitution éphémère donc de la 6e République. Donc, il y a également le cas aujourd'hui des pays tels que le Burundi, vous avez vu, et avec les accords d'Arusha, qui ont fait en sorte que le président Nkurunziza devrait faire 2 mandats. C'est vrai, peut-être son premier mandat, il faut le rappeler, dans ce cadre de ces accords, donc en 2004, il a été élu par en 2005, il a été élu par le Parlement. Le premier mandat, il a été réélu de façon démocratique pour son second mandat. À la fin de son second mandat, il dit non, lui, il n'a fait que 2 mandats. Il n'a été élu démocratiquement que 2 fois. Il n'est pas question qu'on dise qu'il a fait un dernier mandat et qu'il ne va plus se représenter donc à partir de 2015-2016.
il a donné son interprétation des dispositions de la Constitution, même s'il n'a pas révisé la Constitution. Quand même, le fait qu'il s'est entêté en ne respectant pas la limitation du nombre de mandats présidentiels a créé la crise que vous connaissez au Burundi, et il est aujourd'hui dans le cadre de son troisième mandat. Lorsque vous prenez également le cas de la République démocratique du Congo, et Kabila, à la fin de son mandat, donc normalement en 2016, il doit partir, et il a tenté une révision donc de la Constitution avec la complicité de sa juridiction constitutionnelle. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale qui tend à ce que la République démocratique du Congo sorte, si vous voulez, de la crise. Depuis la chute donc de Mobutu, le pays n'a jamais connu de stabilité. Donc la communauté internationale n'a pas accepté cette fois-ci le refus de respect donc du nombre de mandats présidentiels. Mais au même moment, à côté donc de la RDC, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a eu pratiquement, dans le cadre du refus justement du respect de la limitation du mandat, un certain contournement de la Constitution où il fallait changer carrément de Constitution, où Denis Sassou Nguesso également a refusé de céder la main, et il a doté son pays donc d'une nouvelle Constitution, notamment une révision intégrale pour rester au pouvoir. Il y a également le cas quand même de Paul Kagame, il faut le reconnaître, avec la complicité de la communauté internationale, puisque aujourd'hui, sur le plan économique, le Rwanda est cité comme un bon exemple justement d'un pays en tout cas qui coopère avec les institutions financières internationales, et Paul Kagame a pratiquement fait sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Aujourd'hui, il peut à la limite initier une sorte de présidence à vie, et la communauté internationale a fermé les yeux sur cet état de fait. Donc je pense que, vous savez, sur le plan international, comme on le dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Donc de l'autre côté, au niveau de la RDC, on refuse à Kabila de le faire. On laisse Denis Sassou Nguesso le faire, et également on ferme les yeux sur en tout cas le non-respect de la limitation du mandat présidentiel en ce qui concerne Kabila. Il y a également l'exemple, l'avant-dernier, j'allais dire, d'exemples de manipulation de changements constitutionnels qui ont déconsolidé la démocratie. Quand même, en Ouganda, vous avez suivi récemment où Yoweri Museveni, qui normalement devrait être atteint par la limite d'âge, puisque la Constitution a prévu que lorsque vous avez plus de 75 ans, vous ne pouvez plus être candidat aux élections présidentielles. Museveni avait 73 ans, il a fait modifier la Constitution, et pour faire sauter le verrou de la limitation de 75 ans, et maintenant pour les élections de 2021 à venir, il sera candidat, et bien d'autres choses. Maintenant, il n'y a pas que ce tableau sombre de manipulation ou de révision qui déconsolide les acquis démocratiques, et de fois qui crée des instabilités, qui ne crée pas les conditions, si vous voulez, de l'alternance dans les différents États. Il y a quelques exemples quand même, il faut le relever, des changements, en tout cas des modifications constitutionnelles qui ont tendance à renforcer la démocratie. Mais bien avant, je voulais quand même rappeler 2 cas de tentatives de révision de la Constitution qui ont échoué face à la détermination de l'opinion de façon générale, et surtout de l'opposition politique. C'est l'exemple du Bénin récemment avec Patrice Talon, qui avait promis justement, une fois qu'il sera élu, il va instaurer donc un mandat unique de 7 ans. Vous vous rappelez récemment qu'il y a eu une mobilisation au Bénin qui a fait en sorte que ce projet de révision avait échoué. Au Mali également, il y a eu cette tentative de révision constitutionnelle, surtout avec la suppression de la Haute Cour de justice, qui est une institution constitutionnelle qui est chargée de juger le président de la République pour haute trahison, mais également les membres du gouvernement pour les crimes et les délits qu'ils auront à commettre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il y a eu des manifestations très violentes au Mali, et le président a été obligé de retirer le projet de loi donc de révision constitutionnelle. Et il y a un autre exemple que j'allais oublier, c'est l'exemple de la Mauritanie. Vous avez suivi récemment, le général Abdelaziz a fait une révision de la Constitution en Mauritanie, où il a supprimé carrément le Sénat, il a changé
l'hymne et le drapeau donc, de la Mauritanie. Et je pense qu'il y a même un sénateur qui s'était farouchement opposé à cette initiative de révision de la Constitution qui, à ses yeux, en tout cas aux yeux de l'ensemble des sénateurs et de l'opposition politique, déconsolide la démocratie qui a été accusée donc à tort et qui se trouve, je crois, actuellement derrière le barreau. Donc il se trouve en prison simplement parce que le Sénat ne voulait pas justement de cette révision qui supprime cette institution et qui va accroître le pouvoir du président qui va devenir une sorte en tout cas de dictateur, et cela n'a pas été entendu par le général. Il est passé outre pour modifier la Constitution. Maintenant, il y a l'exemple quand même si il faut le reconnaître, des pays tels que le Togo, où on avait assisté à une sorte de monarchisation de ces républiques, où tout à l'heure je vous donnais les conditions dans lesquelles Faure Yadema a accédé au pouvoir en 2006, puisqu'il a succédé à son père. Et c'est le même cas pour le Gabon avec Ali Bongo, même si après les dernières élections, et face en tout cas à l'instabilité, à la crise post-électorale occasionnée donc, pendant donc, ces dernières élections, dans le cadre des accords politiques, il a été décidé de réviser donc la Constitution dans le cadre de la consolidation de la démocratie, notamment en revoyant le régime électoral où, comme vous le savez, dans beaucoup des États, le mode d'élection du président de la République, c'est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, dans beaucoup de pays. Et les seules exceptions en Afrique, c'était le Gabon, où le président de la République est élu au scrutin uninominal majoritaire. Donc, dès que vous avez la majorité simple, dès le premier tour, vous êtes élu. Et l'autre exemple, c'était le Togo, comme je disais, d'une sorte de monarchie républicaine à la limite, et pour pouvoir un peu conserver. Et Ali Bongo a accepté, dans le cadre justement du dialogue politique, de réviser la Constitution pour non seulement instituer le mode d'élection donc du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, mais également accepter la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Au Togo également, il y avait cette exigence donc de revenir justement à ce mode d'élection du président au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, et surtout de limiter le nombre donc, de mandats présidentiels, même si pour le cas du Togo, il n'y a pas eu ce consensus. Il y a eu une première tentative au niveau de l'Assemblée nationale qui n'a pas marché, mais je pense que le président Faure s'est réservé le droit de soumettre la question donc, de ces révisions-là au niveau donc, du peuple donc, par référendum. Donc voilà un peu de façon ramassée le contenu de ces différentes révisions observées ça et là, dont l'essentiel de ces révisions remettent en cause les acquis démocratiques des années 90, donc sont des révisions qui déconsolident la démocratie, même si, comme on vient de le voir pour le cas du Gabon et également pour le cas du Niger, on peut citer quand même les révisions de 2017 au Niger, sont de nature à renforcer la démocratie, puisque les dernières élections législatives et présidentielles, on a assisté quand même à quelque chose qui tire son fondement de la Constitution, notamment les délais constitutionnels d'organisation de ces élections et surtout le délai qui est donné à la juridiction constitutionnelle, comme vous le savez, qui est le juge électoral, pour pouvoir examiner les réclamations des candidats ou des partis politiques qui sont partis aux élections présidentielles ou législatives. Le délai qui a été donné pour les élections de 2016 n'avait pas suffi à la Cour constitutionnelle d'examiner bien toutes ces réclamations avant de proclamer, de valider les élections. Ça a créé une certaine instabilité. Et en 2017, il y a eu une vague de révision constitutionnelle qui avait concerné uniquement les délais dans lesquels les élections présidentielles et législatives peuvent être organisées pour éviter donc à l'avenir des conséquences, en tout cas telles qu'on l'a observé pendant donc les élections de 2016. Je pense que pour ne pas trop monopoliser la parole, je voudrais bien qu'il y ait un échange itératif. On ne devrait pas marcher à reculons, donc on fait un pas ou 2 pas en arrière, en avant et un pas en arrière. Je pense que nous tous, nous devrons œuvrer à ce que la démocratie soit consolidée en Afrique. C'est vrai, le Constitution lui-même a créé
cette juridiction constitutionnelle à laquelle on a confié la garde donc, de la Constitution, où elle ne doit pas accepter certaines modifications qui remettent en cause la démocratie, puisqu'il faut quand même le rappeler, même si beaucoup de pays, y compris en France, les lois des révisions constitutionnelles ne font pas l'objet du contrôle de constitutionnalité des lois. Dans les États africains, quand même, on a réussi à faire contrôler la constitutionnalité, y compris des lois de révision constitutionnelle qui peuvent remettre en cause, que ce soit les clauses d'éternité telles que la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité dans beaucoup de pays, la question du multipartisme pour le cas du Niger, mais également la question de la limitation du mandat présidentiel, donc font partie des clauses d'éternité pour le cas du Niger. Donc, au regard justement de cette tendance à ce que les chefs d'État, avec une majorité arithmétique, donc au niveau de l'Assemblée nationale, ils peuvent modifier n'importe quelle disposition, le Constitution a mis un certain nombre de verrous, de garde-fous dans le texte constitutionnel lui-même, où on ne peut pas toucher à certains piliers donc, de la démocratie. Et à cet effet, le juge constitutionnel, tant qu'il n'est pas indépendant, il ne peut pas faire en sorte que, justement, il contrecarre cette velléité de caporalisation du pouvoir d'État par les chefs d'État qui sont là, qui ne veulent jamais quitter pour créer l'occasion d'alternance. Comme le professeur, le président Pascal Lissouba l'a dit lui-même, il dit qu'on n'organise jamais les élections pour les perdre. Et vous savez qu'aujourd'hui, si on est au pouvoir et qu'on organise les élections, c'est difficile de les perdre, donc ça pose un véritable problème. Non seulement donc, les juridictions constitutionnelles doivent veiller au respect de la Constitution pour que les changements de Constitution, les révisions de Constitution ne remettent pas en cause l'effort de construction démocratique, mais également, il faut qu'il y ait une société civile très forte partout dans les continents africains. J'admire la société civile et le citoyen, en tout cas le peuple béninois, qui à maintes reprises a fait preuve justement de détermination par rapport au respect des acquis démocratiques, et puisque vous le savez que la Constitution du 11 décembre 1990 n'a pas fait l'objet d'une seule révision depuis 28 ans qu'existe cette Constitution, elle n'a pas été modifiée. Et y compris la Cour constitutionnelle du Bénin aujourd'hui, dans la doctrine constitutionnelle africaine, elle est citée en exemple comme étant une Cour qui est une véritable vraiment, si vous voulez, garante de la démocratie, des droits fondamentaux. Donc en 2006, lorsque les Béninois, les députés béninois avaient initié une proposition de révision de la Constitution, comme vous le savez, le mandat des députés au Bénin est de 4 ans. Donc à la fin du mandat, ils ont voulu modifier la Constitution pour que leur mandat soit ramené à 5 ans. Et au Bénin, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle à chaque fois qu'il est porté atteinte aux droits humains ou à ses libertés publiques. Et ce qui fait que la Cour a une activité intense, et d'où cette abondante jurisprudence constitutionnelle qu'elle est produite par la Cour. Et il y avait eu des citoyens qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour faire déclarer cette proposition de révision de la Constitution en 2006 comme étant contraire à la Constitution, et la Cour avait dégagé une jurisprudence qui fait date dans les annales de la jurisprudence constitutionnelle africaine, où la Cour constitutionnelle du Bénin a érigé le consensus issu de la conférence nationale comme principe à valeur constitutionnelle. Parce qu'il dit que c'est depuis la conférence nationale que le peuple béninois souverain a décidé que le mandat de député sera de 4 ans et non de 5 ans. Et en remettant en cause ce consensus issu de la conférence nationale, on viole la Constitution du 11 décembre 1990. Et depuis lors, ça a été érigé en un principe à valeur constitutionnelle. Donc je pense que beaucoup de peuples africains peuvent s'inspirer de la détermination du citoyen béninois, de la société civile béninoise, où lorsque Kérékou, vous vous souviendrez, avait fini son mandat, était tenté également de modifier la Constitution pour briguer un 3e mandat, et le peuple béninois s'est soulevé, et partout sur le mur, les gens écrivaient « Ne touche pas à ma Constitution », et les gens ont défendu vraiment leur Constitution et imposé le respect de la limitation du mandat présidentiel au président Kérékou. Donc je pense que cet exemple doit nous inspirer. Et il y a également d'autres acteurs qui doivent faire en sorte que la Constitution et l'ordre démocratique soient respectés de tous. Donc l'opposition politique, lorsqu'elle est forte, elle peut également contribuer. Donc je pense que les principaux acteurs qui doivent veiller
et à ce que les constitutions africaines ne soient pas monopolisées au risque de fragiliser la démocratie. Il y a la Cour, les juridictions constitutionnelles, il y a la société civile, il y a les médias, il y a les partis politiques et surtout cette jeunesse-là qui doit prendre conscience de sa responsabilité par rapport à la stabilité de nos différents États. Je crois que dans le discours du président, je crois, des étudiants africains, il a quand même relevé, il faut que vous ayez un background qui doit vous permettre de vous préparer en tout cas, à assurer la relève. Et à ce titre-là, je pense que la jeunesse africaine doit avoir de la culture politique, doit avoir de la culture constitutionnelle, doit assimiler les principes et les valeurs de la démocratie et de l'état de droit. Et comme Jean Dubois de Gaudisson l'a dit en paraphrasant Rabelais, une constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme. Donc je vous remercie.